Vous connaissez cette douleur qui s'infiltre jusque dans vos veines, qui semble devenir une partie de votre sang. J'ai porté ce fardeau pendant cette année interminable. Une douleur qui partait du bas du dos, remontait le long de ma colonne, et s'étranglait dans ma gorge à chaque fois que j'entendais la clé tourner dans la serrure à 18 heures. Avec ce simple bruit venait la peur. Une peur si tenace qu'à 71 ans. Elle me réveille encore en sueur au milieu de la nuit. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je m'appelle Marie-Douleur Lefebvre, mais ici, à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, on me connaît sous le nom de Mamie Marie aux douceurs. Je prépare des calissons, des nougats et des macarons que beaucoup considèrent comme les meilleurs de la région. Depuis plus de 40 ans, j'ai mon petit stand sur la place d'Alberta. Qui aurait cru que cette petite fille, qui ne savait pas si elle verrait le lendemain, serait aujourd'hui reconnue pour ses douceurs qui font la joie des enfants? Avant de poursuivre mon récit, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Écrivez-moi dans les commentaires votre ville, laissez un petit j'aime et abonnez-vous à ma chaîne Mémoire de grand-mère, car chaque abonnement m'encourage à continuer à raconter ce que beaucoup préfèrent ignorer. Je suis née en 1954, dans une petite maison ocre au bout de la rue des Arcades, dans le quartier le plus modeste d'Aix-en-Provence. Une ville où chacun croyait connaître tout le monde, alors que les secrets restaient bien cachés derrière nos murs. Notre maison ocre, avec ses volets toujours fermés, en conservait les plus lourds. Mon père, Monsieur Jérémy, travaillait à la mairie comme contrôleur. Un homme respecté, à la main ferme et à la voix grave capable de faire trembler le sol. Il allait à l'église chaque dimanche, s'asseyait au premier rang et chantait plus fort que tous les autres. Il était le premier à arriver aux réunions de quartier, le dernier à quitter le café du coin. Un homme de parole, un père exemplaire, disait-on. Ma mère, Madame Claudette, enseignait à l'école. Cheveux toujours attachés en un chignon serré, robe sous le genou, ongles courts et impeccables. Sa posture rigide et son regard perçant par-dessus ses lunettes assuraient que le moindre élève turbulent retournait à sa place. À la maison, elle était silencieuse, obéissante comme l'ombre de mon père. Une ombre qui grandissait ou rapetissait selon son humeur. Nous n'étions que 3 dans la maison ocre. Ma mère avait eu d'autres enfants, mais aucun n'avait survécu. Je fus la seule à rester en vie. Un miracle de Dieu, disait-elle. Parfois, je me demande si le véritable miracle n'aurait pas été de ne pas survivre. Cela m'aurait épargné tant de souffrances. La maison était simple, mais impeccable. Je me souviens de l'odeur de la cire sur le parquet, de l'éclat des quelques meubles et des napperons en dentelle que ma mère disposait sur toutes les surfaces. Il y avait une cour avec quelques abricotiers, un pommier et un lavoir, où je jouais les jours de chaleur. Cette maison ocre était mon paradis et mon enfer à la fois. Jusqu'à mes 7 ans, ma vie semblait normale. J'allais à l'école, je jouais avec les voisines, j'aidais ma mère à de petites tâches domestiques. Mon père était strict et me corrigeait d'une gifle lorsque je désobéissais, mais à l'époque, cela semblait normal. On élevait les enfants à coups de règles et de martinets, personne ne remettait cela en question. Tout a basculé le jour de mes 8 ans. Je me souviens parfaitement de cette date. C'était mon anniversaire. J'avais reçu une robe bleue à pois blancs et une poupée en chiffon que ma mère avait confectionnée en secret. J'étais si heureuse que je n'ai même pas remarqué le regard différent de mon père pendant le déjeuner, un regard que j'apprendrai plus tard à reconnaître, celui de quelqu'un qui prépare quelque chose de mauvais. Ce soir-là, ma mère est sortie pour la veillée à l'église, comme elle le faisait chaque premier vendredi du mois. Je suis restée seule avec mon père. D'habitude, il me faisait aller me coucher et écouter la radio dans le salon, mais ce soir-là, c'était différent. « Viens ici, Marie », m'a-t-il appelé depuis la cuisine. J'y suis allée, ma poupée serrée contre moi. Il était appuyé contre l'évier, le regard fixe sur la cuisinière à bois. « Regarde cet évier, il est sale. Ta mère ne l'a pas bien lavé. » Pour moi, il semblait propre, mais contredire mon père n'était pas une option. J'ai essayé d'expliquer que j'étais trop petite, que l'eau froide me faisait mal, mais il n'a rien voulu entendre. Je suis montée sur un petit tabouret et j'ai commencé à laver la vaisselle. Comme tout enfant, j'ai fait quelques maladresses, renversé de l'eau, laissé du savon sur la vaisselle, mais j'ai fait de mon mieux. Alors les mots sont venus. Des mots qui m'ont blessée plus que n'importe quelle gifle. Tu ne sers même pas à ça. Une bonne à rien. J'ai baissé la tête, essayant de continuer malgré les larmes qui brouillaient ma vision. Puis il a brandi un balai. Mon cœur s'est figé. La peur m'a paralysée. Je me suis recroquevillée, serrant ma poupée contre moi.
Ce que j'ai ressenti ce soir-là dépasse les mots. Une honte nouvelle, mêlée de peur et de confusion, qui m'a suivie pendant des années. Je me suis sentie impuissante, seule, trahie par l'un des êtres qui aurait dû me protéger. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé ensuite. Pas par honte, celle-ci, je l'ai apaisée avec le temps, mais parce qu'il y a des enfants qui lisent ou regardent ces histoires. Je veux seulement dire que cela a été une douleur immense. Une douleur qui m'a marquée à jamais et m'a fait sentir que ma vie entière basculait ce jour-là. Le manche du balai a été utilisé d'une manière qu'aucun objet ne devrait connaître, une douleur qu'aucun enfant ne devrait ressentir. Une trahison qu'aucun père ne devrait infliger. Quand ce cauchemar a pris fin, je saignais. Il m'a jeté mes vêtements sur moi. Si tu dis quoi que ce soit à quelqu'un, je te tue, toi et ta mère, a-t-il dit. Puis, maintenant, nettoie le sol. Mes jambes tremblaient, je peinais à rester debout. Je me suis mise à effacer les traces de mon propre sang dans la cuisine, pendant qu'il retournait s'asseoir dans le salon, à écouter la radio comme si rien ne s'était passé, comme si quelques minutes plus tôt il n'avait pas détruit sa fille. Je me suis traînée jusqu'à ma chambre et me suis enroulée dans ma couverture. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. La douleur physique était terrible, mais celle de l'âme l'était encore davantage, car je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal. Pourquoi l'homme qui était censé me protéger m'avait infligé cela? Quand ma mère est rentrée, j'ai pensé lui parler. Elle est entrée, a remarqué que j'étais réveillée. Qu'est-ce qu'il y a, petite? Tu n'arrives pas à dormir? J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. La peur était trop grande. Et si son avertissement se réalisait, s'il nous faisait du mal? Alors, je me suis contentée de hocher la tête. Alors dors, demain il y a école, dit-elle avant de refermer la porte. Aussi simple que ça. Elle n'a pas vu mes larmes, n'a pas remarqué ma peur, ou a fait semblant de ne pas la voir. Cette nuit-là, quelque chose est mort en moi. La confiance, la sécurité, l'enfance. Au début, j'ai cru que c'était un incident isolé, une punition pour une erreur insignifiante, mais je me trompais. Dans les semaines suivantes, chaque sortie de ma mère devenait une opportunité pour lui. Il trouvait toujours un prétexte, la maison n'était pas assez propre, j'étais rentrée en retard de l'école, mes notes n'étaient pas suffisantes. Prends le balai, disait-il. Et je me pliais à ses ordres. Que pouvait faire une petite fille de 8 ans face à un adulte? Le pire est survenu lorsque j'ai compris que ma mère savait, ou du moins soupçonnait. Un soir, je suis rentrée avec ma jupe tachée après être tombée en chemin. Mon père était furieux. Dans ta chambre, ordonna-t-il. Je suis allée en tremblant, il est venu derrière moi avec le balai. Cette fois, j'ai remarqué que la porte n'était pas complètement fermée. À travers l'entrebâillement, pendant que je me débattais, j'ai vu ma mère dans le couloir. Nos regards se sont croisés au milieu de cette horreur. Elle a vu ma souffrance, ma supplication silencieuse. Et que fit-elle? Rien. Elle referma doucement la porte et partit. C'est là que j'ai compris la véritable trahison. Ce n'était pas seulement lui, mais aussi elle. La personne censée me protéger, me défendre, se battre pour moi contre le monde entier, avait choisi de détourner le regard. Cette nuit-là, mes pleurs étaient différents, non seulement de douleur, mais de sentiment d'abandon total. Je me sentais seule au monde, seule contre eux deux. Les abus se sont poursuivis pendant des mois, puis des années, devenant de plus en plus fréquents et violents. Il n'avait même plus besoin d'attendre que ma mère parte. Il agissait devant elle et elle regardait, parfois les yeux baissés, parfois avec une lueur étrange, mais jamais elle n'intervenait. Jamais elle ne me protégeait. Un jour, j'ai tenté de résister. J'avais 10 ans, un peu plus grande, un peu plus forte. Quand il est arrivé avec le balai, je l'ai repoussé et essayé de fuir. J'ai réussi à atteindre la porte d'entrée, mais ma mère m'a barré le chemin. « Où crois-tu aller, Marie? Laisse-moi sortir, maman, s'il te plaît, ai-je supplié. Retourne là-bas. Ton père n'a pas fini, m'a-t-elle dit, avant de me pousser vers lui comme on rend un jouet emprunté. Mon corps a commencé à changer. La poitrine qui se formait, les hanches qui s'élargissaient. Mes premières règles que je cachais autant que possible. J'avais peur que cela ne rende tout pire, et ça a été le cas. Mon père avait maintenant une crainte supplémentaire, que je tombe enceinte. Si tu mets un enfant au monde, je te tue, je te ferai disparaître pour que personne ne te retrouve jamais, menaçait-il. Il continuait malgré tout, le balai toujours là, mais il faisait attention, inventait d'autres manières de me faire souffrir sans laisser de traces. À l'école, je suis devenue la fille étrange.
Silencieuse, toujours en manches longues même par temps chaud, assise au fond de la classe. Je ne jouais pas pendant la récréation, je ne parlais à personne, je ne souriais jamais. Mes bonnes notes ont commencé à chuter. Comment se concentrer sur le français alors que tout le corps souffre? Comment apprendre les mathématiques quand on ne pense qu'à l'horreur qui vous attend à la maison? Les professeurs ont remarqué que quelque chose n'allait pas, bien sûr, mais à cette époque, les affaires de famille restaient derrière les murs. Seule une professeure a insisté, Madame Lourde d'Histoire. Petite, cheveux bouclés attachés, grandes lunettes glissant sur le nez. Elle avait une façon différente de me regarder, pas de pitié, ni de dégoût, mais de compréhension. Un jour, elle m'a appelée après la classe. Marie, tout va bien à la maison? La simplicité de cette question a failli me briser. Il y avait si longtemps que personne ne me demandait comment j'allais. J'ai voulu répondre oui, comme toujours, mais les mots ne sont pas sortis. Les larmes ont coulé, incontrôlables. Finalement, j'ai murmuré que non, rien ne va. Mais ce jour-là, je n'ai rien raconté de plus. La peur était encore plus forte que la douleur. La peur de ce qu'il ferait s'il savait que j'avais parlé, la peur qu'on ne me croie pas. Après tout, qui croirait une petite fille face à deux adultes respectés en ville? Si tu as besoin de parler, je suis là, a-t-elle dit simplement. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'étais pas totalement seule. J'avais alors 13 ans. 5 années d'abus quotidiens, 5 années d'enfance volée, de corps malmenés et d'âme brisée. 5 années à observer ma mère être complice de mon tourment. 5 années à souhaiter mourir chaque nuit et à me réveiller déçue d'être encore en vie. À ce moment-là, tout a empiré. La maison Ocre n'était plus seulement un enfer, elle était devenue ma prison complète. Mon père verrouillait désormais les portes lorsqu'il sortait, m'interdisait de parler à quiconque. Le balai restait là, appuyé dans un coin de la cuisine, une menace constante. Je le regardais et tremblais, même lorsque j'étais seule. J'ai commencé à avoir des cauchemars terribles. Je me réveillais en criant, trempée de sueur. Parfois, je mouillais le lit à 13 ans, ce qui ne faisait qu'attiser les punitions. À l'école, je parlais à peine, je survivais à peine. Pourtant, une étincelle de colère a commencé à grandir en moi. D'abord minuscule, elle a pris de l'ampleur chaque jour. Colère contre l'injustice, contre la douleur, contre la trahison. Cette colère s'est peu à peu transformée en courage quand j'ai compris une chose. Si je continuais ainsi, je ne survivrais pas. C'était simple. Soit je parlais, soit je mourais. Tout a basculé un mercredi. Un mercredi ordinaire, ciel bleu, chaleur écrasante. Le balai avait été utilisé la nuit précédente, après que j'avais fait tomber un verre dans la cuisine. À l'école, je pouvais à peine m'asseoir sur ma chaise tant la douleur me traversait. Madame Lourde l'a remarqué. Elle a vu comment je bougeais, mal à l'aise, comment je retenais mes larmes. À la fin du cours, elle m'a demandé de rester. Cette fois, elle a fermé la porte de la classe à clé. Marie, que se passe-t-il chez toi? Je suis restée muette, le regard fixé sur le sol. Marie, regarde-moi, a-t-elle insisté. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans le regard de ma mère. Une vraie compassion. Personne ne mérite de souffrir, Marie. Personne, surtout pas un enfant. Si quelqu'un te fait du mal, tu peux me le dire. Je vais t'aider. Et alors, après 5 ans de silence, j'ai parlé. Les mots se sont déversés comme une crue incontrôlable, sale, dévastatrice. J'ai tout raconté, le balai, le sang, la douleur, la peur constante, les menaces, tout. Elle a écouté sans interrompre, sans juger. Quand j'ai terminé, épuisée, elle avait des larmes dans les yeux. Je te crois. Ces 3 mots furent les plus importants que j'ai jamais entendus. Je te crois, et nous allons arranger ça. Sur le chemin du retour vers la maison Ocre, j'ai ressenti quelque chose d'inédit dans ma poitrine. Je ne connaissais pas encore le nom de ce sentiment. Plus tard, j'ai compris, c'était de l'espoir. Savez-vous ce qu'est la trahison? La trahison, ce n'est pas seulement un mari infidèle. C'est quand quelqu'un qui devrait te protéger te tourne le dos, au moment où tu en as le plus besoin. C'est pire qu'une gifle. C'est un coup de couteau invisible qui ne cicatrise jamais. C'est ce que j'ai vécu avec ma propre mère, Claudette. Une femme qui enseignait l'alphabet à des centaines d'enfants d'Aix-en-Provence, mais qui n'a jamais appris à son mari que sa fille n'était pas un objet. Une femme qui récitait le chapelet chaque jour, mais fermait les yeux sur le mal qui se jouait sous son toit. Au début, je pensais qu'elle ne savait pas, qu'elle ne voyait pas.
Comment une mère pouvait-elle regarder sa fille de 13 ans boitant de douleur et ne rien dire? Comment pouvait-elle ignorer les draps tachés et prétendre que tout était normal? J'ai inventé 1000 excuses pour elle dans ma tête. Peut-être qu'elle ne voyait pas. Peut-être qu'elle ne comprenait pas. Peut-être qu'elle avait peur, elle aussi. Cette nuit-là, quand nos regards se sont croisés à travers l'entrebâillement de la porte pendant que mon père utilisait le balai, toutes les excuses se sont effondrées. Elle savait. Elle avait toujours su. J'avais à peine 10 ans. Cela faisait presque 2 ans que l'horreur se répétait chaque jour. Mon corps d'enfant portait déjà des traces, invisibles mais profondes, au-delà des bleus qui disparaissaient. La façon dont je me recroquevillais quand quelqu'un haussait la voix. L'habitude de dormir caché sous le lit, jamais dessus. La peur des balais, des portes qui claquent, du bruit de la ceinture. C'est à ce moment que ma mère a commencé à devenir actrice de cette horreur. Pas de l'abus en lui-même, que mon père seul perpétuait, mais de sa préparation, de la logistique, de l'accompagnement, comme si cela faisait partie de la routine de la maison. Comme faire la vaisselle ou passer le balai. Marie, va prendre ton bain. Ton père arrive bientôt. Elle disait cela sur le même ton qu'elle utilisait pour me rappeler mes devoirs. Avec indifférence, comme si c'était normal. Comme si toutes les maisons du quartier suivaient la même routine abominable. J'obéissais. Que pouvais-je faire d'autre? Je n'avais aucun endroit où fuir. La maison était petite, les fenêtres verrouillées, la porte à clé. Et même si j'avais réussi à sortir, où aurais-je été? Nous étions isolés. Pas de famille proche. Pas d'amis. Il ne restait que l'école, et même là, j'étais la fille étrange que personne ne voulait approcher. Un après-midi, je suis rentrée un peu en retard. La professeure m'avait demandé de rester pour nettoyer le tableau, petite punition pour m'être endormie en classe. À l'entrée, ma mère tricotait dans le salon, comme si de rien n'était. Mais l'air sentait déjà les problèmes à venir. Ton père t'attend dans la chambre. Je me suis figée, le cartable glissant de mes épaules. La peur m'a noué le ventre. Maman, s'il te plaît, je suis juste en retard. Elle a levé les yeux de son tricot, sans aucune tendresse. J'ai vu autre chose dans son regard. De l'agacement. M'aider? Penses-tu que tu mérites de l'aide? Si tu étais une fille obéissante, il n'aurait pas besoin de te corriger. Corriger. C'est ainsi qu'elle appelait ça. Comme un ajustement, une remise sur le droit chemin. Comme si enfoncer un balai dans le corps d'une enfant pouvait être pédagogique. Mais maman, ce n'est pas normal, ça fait mal. Papa ne devrait pas. Je n'ai pas eu le temps de finir. La gifle est tombée, rapide et brûlante. Elle ne m'avait jamais frappée avant. Tais-toi. Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est facile pour moi? C'est ton père. Il a des droits, et toi, tu provoques avec ce corps, avec cette façon d'être. Je me suis recroquevillée, les larmes coulant. Tout était ma faute. Moi, une enfant de 10 ans, je provoquais tout. Je le méritais. C'était normal selon elle. Maintenant, vas-y, ne le fais pas attendre plus longtemps. C'était la première fois qu'elle me levait la main dessus. Ce ne serait pas la dernière. À partir de ce moment, sa complicité avec lui s'est faite plus claire. Elle préparait le terrain. Elle me faisait prendre un bain avant, s'assurait que je sois présentable pour mon père. Elle haranguait le lit ensuite, lavait les draps tachés, soignait les blessures visibles pour que personne à l'école ne remarque rien. J'avais maintenant 2 monstres à la maison, pas un seul. Je me souviens d'un jour où je suis tombée malade. Fièvre forte, tout le corps endolori, une grippe qui aurait abattu n'importe qui. Je me suis dit qu'au moins ce jour-là, j'aurais un peu de répit. Ma mère a préparé du thé, posé une compresse froide sur mon front. Pendant un instant, j'ai cru ressentir ce soin que tout enfant mérite. J'ai fermé les yeux, presque soulagée. Puis mon père est entré dans la chambre. J'ai senti le matelas s'enfoncer sous son poids quand il s'est assis. J'ai ouvert les yeux, suppliant silencieusement ma mère. Juste une fois, une seule fois, qu'elle me protège. Mais elle est sortie. Elle a refermé la porte derrière elle. Elle m'a laissée là, brûlante de fièvre, trop faible pour me défendre. Cette nuit-là, le balai est venu malgré ma maladie. C'était pire, car il prétendait que c'était pour faire sortir la maladie, que c'était pour mon bien. Quand il a eu fini, ma fièvre avait empiré. Je tremblais, délirais. J'ai entendu ma mère crier de l'autre côté de la porte. « Jérémie, comme ça tu vas tuer la petite !» Mais ce n'était pas pour moi qu'elle s'inquiétait. C'était la peur du scandale, de ce que diraient les voisins. Pour elle, je n'étais pas une personne.
J'étais juste une honte publique potentielle. Je suis restée au lit une semaine entière. À l'école, ils ont envoyé un mot pour savoir pourquoi j'étais absente. Ma mère a répondu d'une écriture soignée. Marie a une forte grippe. Elle sera bientôt de retour. Signé et tamponné comme si c'était un document officiel. Quand je suis revenue, j'étais plus maigre, plus pâle, plus silencieuse, si c'était encore possible. Madame Lourdes m'a regardée autrement. J'ai senti qu'elle percevait que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas encore le courage de parler. Pas encore. À 11 ans, j'ai tenté de m'enfuir pour la première fois. J'ai rassemblé quelques affaires dans un sac de course, un change de vêtements, une vieille brosse à dents, une poupée en chiffon que je possédais depuis toujours. J'ai attendu qu'il s'endorme et essayé d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. Elle était clouée. J'ai tenté la porte d'entrée, verrouillée, clé dans leur chambre. J'ai essayé la cuisine, même chose. Toute la maison était une prison. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait jamais soupçonné quoi que ce soit. Personne ne pouvait entrer. Je ne pouvais pas sortir. Parfait pour ce qui se passait à l'intérieur. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, le sac pathétique sur les genoux. Je pleurais en silence. Il n'y avait aucune issue, et il n'y en aurait jamais. Alors mon regard est tombé sur le balai, appuyé dans le coin comme toujours. L'instrument de mon tourment, son arme contre moi. Une haine brûlante m'a envahi, une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai saisi le balai. J'ai pensé le casser, le jeter dans la cour, le cacher, n'importe quoi pour gagner une nuit de paix. Au moment où mes doigts l'ont touché, j'ai entendu des pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon père était là, debout à la porte de la cuisine. Pyjama froissé, cheveux en bataille, yeux injectés de sang. Il s'était levé pour boire de l'eau et m'avait trouvé, le balai à la main. Ce qui a suivi a été le pire jusqu'alors. Ce n'était plus seulement le balai. La ceinture, la gifle, le poing, tout est venu. Il frappait sans relâche jusqu'à ce que je perde connaissance. Je me suis réveillée le matin, étendue sur le sol de la cuisine, tellement meurtrie que je ne pouvais même pas ouvrir un œil. Ma mère m'a trouvée là. Elle a soupiré en me regardant. « Tu vois ce que tu fais ? Tu vois ce que tu provoques ? La faute, toujours la faute. Comme si moi, une enfant, j'étais responsable de sa colère, de sa maladie. Comme si j'avais choisi tout ça. Je n'ai pas été à l'école ce jour-là, ni le suivant. Je n'y suis retournée que quand les hématomes ont commencé à disparaître. Ils ont inventé que j'étais tombée dans l'escalier de la maison. Un escalier qui n'existait même pas. Personne n'a remis cela en question. Avec le temps, la complicité de ma mère est devenue plus explicite. Ce n'était plus seulement de l'omission. C'était une participation active. Elle créait des situations, cherchait des prétextes. Elle se plaignait à mon père, je n'avais pas bien balayé la cour, j'avais mal répondu, j'avais pris trop de temps pour mes devoirs. Marie a besoin d'une correction, Jérémie. C'était leur code. Correction dégoûtante. J'ai commencé à réaliser qu'elle aimait ça. Pas forcément l'acte lui-même, mais le pouvoir que cela lui donnait. Me voir punie pour des choses insignifiantes. Me voir souffrir pendant qu'elle observait, supérieure, impeccable, correcte. Un après-midi, je suis rentrée de l'école et elle était différente. Agitée, apprêtée. Elle portait sa belle robe, celle qu'elle réservait normalement pour l'église. Aujourd'hui, nous allons chez ta tante Marguerite, a-t-elle annoncé. Ton père travaille tard, nous deux, nous allons dîner là-bas. Tante Marguerite n'était même pas vraiment ma tante. Juste une amie de ma mère qui habitait de l'autre côté de la ville. Nous y allions rarement. Je ne comprenais pas ce soudain changement. Mais j'ai senti un frémissement d'espoir. Une soirée hors de cette maison, quelques heures de répit. Je me suis dépêchée de me préparer. J'ai peigné mes cheveux. J'ai même essayé de sourire. L'idée de quitter ces murs, ne serait-ce que pour quelques heures, était comme un verre d'eau dans le désert. Nous étions sur le point de sortir quand mon père est arrivé, plus tôt que prévu. Il nous a observés, toutes les deux prêtes, vêtues pour sortir. « Où croyez-vous aller » a-t-il demandé. « Chez Marguerite » a murmuré ma mère, la voix déjà soumise. « Juste dîner, nous serons de retour tôt. » Puis il a ajouté, d'un ton tranchant, « J'ai changé d'avis. J'ai besoin de vous deux ici. » Et c'était tout. Elle n'a même pas protesté. Elle a retiré son chapeau, ôté sa veste, et est retournée à la cuisine pour préparer le dîner comme si rien n'avait d'importance. Comme si la promesse d'une soirée de répit pour moi ne valait rien. Cette nuit-là,
J'ai pleuré dans mon oreiller jusqu'à m'endormir. Pas pour la violence en elle-même, elle avait déjà eu lieu, comme presque chaque soir. J'ai pleuré pour la trahison. Pour la facilité avec laquelle elle avait renoncé à me protéger. Pour cette certitude terrible que, entre lui et moi, elle choisirait toujours lui. À 12 ans, tout espoir était mort en moi. Je vivais comme un automate. Je me rendais à l'école, je rentrais à la maison, je subissais les coups, je subissais les abus. Je dormais, je me réveillais, je répétais ces gestes comme un zombie. Les professeurs remarquaient que quelque chose n'allait pas. Évidemment, mais mes notes, déjà mauvaises, sont devenues catastrophiques. Je parlais à peine, je mangeais à peine, je me déplaçais comme un fantôme dans les couloirs. Je me souviens d'un jour où la professeure d'éducation physique a convoqué ma mère à l'école. J'avais refusé de me changer pour le cours. Je ne voulais pas que quelqu'un voie les marques sur mes jambes. La professeure a trouvé cela étrange et a insisté. J'ai fini par pleurer dans un coin du terrain. Madame Claudette, Marie se comporte très bizarrement ces derniers temps, a-t-elle expliqué. Elle ne participe pas, ne se mêle pas aux autres. Aujourd'hui, elle a eu une crise pendant le cours. Il lui est arrivé quelque chose? J'ai épié depuis la porte, écoutant leur conversation. J'ai vu ma mère, impeccable comme toujours, chignon parfait, ongles propres, air sain. Marie a toujours été une enfant difficile, a-t-elle dit. Depuis toute petite, elle cause des problèmes. Elle ment, attire l'attention. Puis elle a ajouté, presque machinalement, les bleus. Elle tombe toute seule, elle trébuche, elle se cogne. Je ne sais pas de qui elle tient ce côté maladroit. Ni son père ni moi ne sommes comme ça. La professeure semblait vouloir répondre, mais a abandonné. Ma mère avait cette manière de retourner la vérité avec tant de conviction que même les autres pouvaient douter de ce qu'ils voyaient. Nous sommes rentrés chez nous en silence ce jour-là. À l'arrivée, elle a finalement parlé. « Tu es contente ? Tu m'as presque fait honte à l'école. Que allait-il penser de moi, de notre famille ? » Je n'ai rien répondu. Je n'avais rien à dire. Sa honte valait plus que ma douleur. Ça avait toujours été ainsi. Cette nuit-là, pour la première fois, elle a observé de près. Assise sur la chaise dans le coin de la chambre, elle regardait pendant que mon père usait du balai. Ses yeux ne quittaient jamais les miens. Un regard d'avertissement, de menace, un regard qui disait « Tu vois ce qui arrive quand tu essaies de parler ?» C'était la pire nuit de ma vie jusqu'alors. Pas à cause de la douleur physique, j'étais à moitié engourdie à ce stade. C'était pire pour le symbole, pour la confirmation finale que je n'avais personne à mes côtés. Les deux formaient un mur infranchissable. Je n'ai plus jamais essayé de parler à quelqu'un à l'école. Pourquoi le faire ? Ma mère démentirait, me ferait passer pour folle, menteuse, perturbée, et la punition serait pire. Alors je me suis renfermée encore davantage. Je suis devenue une coquille vide. J'ai appris à sortir de mon corps pendant les abus, à faire semblant d'être ailleurs, quelqu'un d'autre. J'ai appris à ne pas pleurer parce que les larmes ne faisaient que leur donner plus de plaisir. J'ai appris à être invisible tout en restant visible. Le temps a passé. 12 ans, 13 ans, le corps qui changeait, les abus qui s'aggravaient. Une nouvelle peur est apparue, la grossesse. Mon père prenait ses précautions à sa manière, brutale, douloureuse, humiliante. Ma mère participait, vérifiant mes sous-vêtements chaque mois pour s'assurer que j'avais mes règles. Si tu tombes enceinte, je te mets à la rue, menaçait-elle, comme si j'avais le choix, comme si j'avais le contrôle sur quoi que ce soit dans ma vie. À 13 ans, quelque chose a changé. Pas la situation, elle restait la même. Mais en moi, une colère différente a émergé. Une colère qui n'était plus seulement du désespoir, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux. J'ai commencé à envisager toutes les façons de mettre fin à tout ça. Je pensais au suicide. J'ai frôlé la mort plusieurs fois. J'ai gardé des comprimés de ma mère, volé un flacon que mon père cachait dans le garage. Je regardais la rivière en passant sur le pont, imaginant l'eau m'emporter loin. Mais quelque chose m'en empêchait. Ce n'était pas la peur de mourir. Je vivais presque morte de toute façon. C'était autre chose, une obstination, une certitude persistante que je ne méritais pas cette fin, que c'était eux qui devaient payer, pas moi. C'est à 13 ans révolus que j'ai compris un détail crucial de ma prison. Ma mère n'était pas une victime à mes côtés. Elle était l'instigatrice. Elle n'était pas complice malgré son amour pour moi. Elle était complice parce qu'elle me détestait. Peut-être parce que j'étais la preuve vivante de leurs problèmes conjugaux. Peut-être parce que j'étais la raison pour laquelle elle ne pouvait pas quitter cette maison et recommencer sa vie.
Peut-être parce qu'au fond, elle n'avait simplement pas ce qu'on appelle l'amour maternel. Peu importait la raison, le fait était qu'elle n'était pas de mon côté. Elle ne l'avait jamais été et ne le serait jamais. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, m'a apporté un étrange soulagement. J'ai compris que je ne pouvais plus compter sur elle pour m'extirper de cette situation. Il me fallait trouver une autre issue, une autre personne, une autre manière de m'en sortir. C'est alors que me sont revenues les paroles de Madame Lourdes. Si tu as besoin de parler, je suis là. Était-elle vraiment là? Y avait-il quelqu'un quelque part dans le monde qui serait vraiment de mon côté? Cela valait-il la peine de prendre ce risque? Je n'avais plus grand-chose à perdre. Si je restais dans cette maison avec ces monstres, je ne survivrais pas bien longtemps. Si j'essayais de parler et que tout tournait mal, au moins, j'aurais tenté. Cette nuit-là, allongée dans mon lit après un nouvel abus, j'ai pris ma décision. J'allais parler à Madame Lourdes. Je lui dirais tout, sans détour, sans euphémisme. La vérité brute, telle qu'elle était. Le pire qui pouvait arriver était que personne ne me croie. Le mieux, je n'osais même pas le concevoir. La liberté semblait un rêve trop lointain. Je me suis endormie avec cette décision ancrée en moi. Le lendemain, j'irai jusqu'au bout. Je ne savais pas encore que Madame Lourdes avait ses propres démons et ses propres armes pour les affronter. Avez-vous remarqué comment une seule décision peut tout changer? Un simple oui ou non peut bouleverser une vie entière. C'est ce qui est arrivé ce mercredi d'avril 1967. Moi, Marie, avec 13 ans sur les épaules et le poids du monde sur l'âme, je me suis levée du lit, prête à faire ce que je n'avais jamais osé auparavant, dire la vérité. Je me suis réveillée avant que le réveil ne sonne. Pas que j'ai beaucoup dormi, le sommeil était un luxe que je ne connaissais plus depuis des années. Mais ce jour-là, j'ai senti un fourmillement différent dans tout mon corps, un mélange inédit de peur et de courage. Je me suis habillée avec soin. J'ai choisi la seule jupe sans raccommodage que j'avais, le chemisier le moins décoloré. J'ai peigné mes cheveux lentement, en me regardant dans le miroir fêlé de la salle de bain. Qui était cette fille aux yeux vides qui me renvoyait mon regard? Je ne me reconnaissais plus. Marie, tu prends trop de temps à traverser la porte, la voix de ma mère. Toujours à surveiller, toujours à contrôler. J'arrive, ai-je répondu automatiquement. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans mon reflet. Une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps, de la détermination. Je semblais être une autre personne. Plus âgée, plus forte. Quelqu'un capable, peut-être, de changer sa propre histoire. Le petit déjeuner a été identique à tous les autres. Pain sec, café dilué, silence pesant. Mon père était déjà parti à la mairie. Ma mère préparait ses affaires pour l'école où elle enseignait. Nous avons mangé sans parler, comme toujours. Avant de sortir, elle m'a donné les instructions habituelles. Directement à la maison après l'école. Ne parle à personne en chemin. Si tu es en retard, tu sais ce qui t'attend. J'ai acquiescé. J'ai baissé la tête comme je le faisais toujours. Mais à l'intérieur, pour la première fois, j'ai pensé, non, aujourd'hui, je ne vais pas obéir. Aujourd'hui, tout change. Le chemin jusqu'à l'école n'a jamais paru si long. 15 minutes de marche, mais ce jour-là, chaque pas avait l'air décisif, comme s'il m'approchait non seulement de l'école, mais aussi de la liberté. Je suis arrivée à l'école plus tôt que d'habitude. Les couloirs étaient silencieux, les classes encore fermées. Je me suis installée sur un banc de la cour, à attendre. Mes mains étaient moites. Et si elle ne me croyait pas? Et si elle racontait tout à ma mère? Et si tout empirait encore? La peur me tenaillait, mais ma détermination était plus forte. J'étais arrivée à un point où le désespoir rendait n'importe quel changement préférable à la continuité de cet enfer. La cloche a retenti et les élèves ont commencé à affluer, bruyants, libres, si différents de moi. J'observais ces enfants avec des vies normales. Est-ce que l'un d'entre eux traversait la même horreur que moi? Y avait-il d'autres comme moi, enfermés dans des maisons-prisons avec des monstres? Les 2 premières heures sont passées en pilote automatique. Je répondais aux questions quand on m'appelait, recopiais les notes au tableau, existant sans vraiment vivre. Enfin, Madame Lourdes est entrée dans la classe. Une pile de livres dans les bras, ses lunettes glissant sur le nez. Elle a salué la classe avec sa bonne humeur habituelle et a commencé à parler de la guerre, des dates et des batailles. Je n'écoutais pas. Mon esprit était occupé à répéter ce que j'allais dire, comment je le dirais, à organiser chaque mot de cette conversation qui pouvait tout changer. Le cours s'est terminé, la cloche a sonné. C'était maintenant ou jamais.
Alors que les autres élèves se précipitaient dehors pour la récréation, je restais à ma place, immobile, à attendre que la salle se vide. Madame Lourdes l'a remarqué. Elle m'a observé par-dessus ses lunettes, avec ce regard capable de comprendre sans poser de questions. Quand le dernier élève a quitté la salle, elle a fermé la porte derrière lui, s'est approchée de mon pupitre et a tiré une chaise pour s'asseoir face à moi. « Qu'est-ce qui se passe, Marie? Tu veux parler ?» J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Des années de silence imposé avaient figé ma langue. Des années de menaces m'avaient paralysée. « Tu n'as rien à craindre », a-t-elle murmuré d'une voix douce. « Tu peux tout me dire, quoi qu'il arrive. » J'ai inspiré profondément. C'était le moment. Mon père abuse de moi, ai-je soufflé. Depuis des années. Les mots ont jailli, rapides, presque sans pause, comme si chaque seconde d'hésitation aurait arrêté le flot à jamais. J'ai attendu une réaction. L'incrédulité, le dégoût, l'horreur que ressentent normalement les gens face à un récit aussi terrible. Mais rien de tout cela n'est apparu. À la place, elle m'a regardé avec une compréhension intense, comme si elle savait déjà ou, pire, comprenait de l'intérieur. Comment fait-il? Marie, peux-tu me le dire? C'est important. Pour la première fois, quelqu'un me demandait des détails sans douter de moi, sans me culpabiliser, sans soupçonner que j'inventais. Alors j'ai parlé. J'ai raconté le ballet, les années de souffrance, ma mère qui observait, qui participait. J'ai parlé des menaces, de la peur constante, de cette prison qu'était ma maison. J'ai tout dit, sans filtre, sans pause. Les mots jaillissaient comme l'eau d'un barrage qui cède, violente, incontrôlable, dévastatrice. Quand j'ai terminé, j'étais à bout de souffle, épuisée, comme si j'avais couru un marathon. Et d'une certaine manière, c'était un marathon de 5 ans que je venais enfin de terminer. Madame Lourdes est restée silencieuse un moment. Ses yeux derrière ses grandes lunettes étaient humides. Mais ce que je voyais n'était pas seulement de la tristesse. C'était une colère maîtrisée, une indignation contenue. « Je te crois », a-t-elle finalement dit. 3 mots simples qui ont tout changé. Je te crois. Quand personne d'autre ne voulait croire, pas même ma propre mère, cette enseignante à peine connue m'offrait enfin ce dont j'avais le plus besoin, de la reconnaissance. « Ce n'est pas de ta faute, Marie », a-t-elle poursuivi. « Rien de tout cela n'est de ta responsabilité. Ce sont eux les monstres, pas toi. » J'ai pleuré, mais pas comme auparavant, pas de douleur. J'ai pleuré de soulagement, d'un poids immense enfin partagé, d'une vérité enfin exprimée et acceptée. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» ai-je demandé entre 2 sanglots. « Maintenant, nous allons te sortir de là. » Me sortir de là? L'idée semblait irréelle, lointaine, presque impossible à saisir. Comment? Où m'emmènera-t-on? Et s'il refusait de me laisser partir? Et si personne ne me croyait? Les questions surgissaient, incontrôlables, mêlant peur et un mince espoir croissant. Une chose à la fois, a-t-elle dit d'une voix ferme. D'abord, nous avons besoin de preuves. Des preuves? Oui, je savais que ce serait difficile, mais il fallait montrer ce qui se passait. Ma parole seule ne suffirait pas face à la leur. Elle avait raison. Ma mère, institutrice respectée. Mon père, fonctionnaire modèle. 2 adultes impeccables aux yeux de tous. Qui croirait une enfant à problème contre eux? Quel type de preuves, ai-je demandé. Les bleus, nous devons les documenter. Elle a hésité, comme si la décision était lourde à prendre. Je dois te dire quelque chose, Marie, quelque chose que peu connaissent. J'ai attendu, curieuse malgré ma peur. Quand j'avais ton âge, j'ai vécu quelque chose de semblable. Ce n'était pas mon père, mais mon beau-père. Ma mère, comme la tienne, faisait semblant de ne rien voir. J'ai ouvert de grands yeux. Madame Lourdes, la professeure si respectée, si droite, avec sa vie parfaitement ordonnée, elle aussi avait été une enfant maltraitée. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous survécu? Elle a esquissé un sourire triste. Je n'ai pas vraiment réussi. Je me suis enfuie. J'ai vécu dans la rue pendant un temps. J'avais faim, j'avais froid. Puis une famille m'a recueilli, me laissant dormir dans la remise en échange de travail. J'ai étudié en cachette, passé le brevet élémentaire, suis devenue enseignante, mais je n'ai jamais dénoncé. Je n'ai jamais vu la justice agir. Mon beau-père est mort des années plus tard, impuni. Et ma mère a continué sa vie en prétendant que rien ne s'était passé. Jusqu'à aujourd'hui, elle évite de me parler, comme si je représentais son échec. J'absorbais tout en silence.
Madame Lourdes, cette femme forte que je connaissais, avait elle aussi été brisée, et pourtant elle était là, entière, présente pour les autres. C'est pour ça que vous avez remarqué mon cas? Oui, j'ai reconnu les signes, le regard vide, les blessures toujours expliquées, la peur constante. Je me suis vue en toi. Et maintenant? Elle a ajusté ses lunettes, pensive. Je ne te laisserai pas suivre le même chemin que moi. Je ne te laisserai pas fuir sans protection, sans but. Nous allons faire autrement. Nous allons agir correctement. Le mot « correctement » résonnait comme une promesse. Cela existe-t-il pour des enfants comme moi? J'ai un ami avocat, il s'occupe de cas d'abus d'enfants. Je vais le contacter aujourd'hui même. Mais nous avons besoin de preuves concrètes, Marie. Je peux montrer les bleus, ai-je proposé. J'ai des marques partout. Elle a acquiescé, le visage grave, déterminé. L'idée était de les prendre en flagrant délit, de capturer quelque chose qu'ils ne pourraient nier. Les surprendre en train d'agir. Le simple concept me fit frissonner. Cela signifiait subir encore un abus, vivre une nouvelle horreur avec le balai, ressentir à nouveau la douleur. J'ai peur, ai-je avoué. Je sais, répondit-elle. Si tu ne veux pas, nous trouverons un autre moyen. Mais réfléchis à ceci, c'est peut-être la seule chance de mettre fin à tout ça, de faire justice, pas seulement pour toi, mais peut-être pour d'autres enfants qu'il pourrait blesser à l'avenir. D'autres enfants? Je n'y avais jamais songé. Et s'ils adoptaient un autre enfant après mon départ? Et s'ils faisaient à une autre petite fille ce qu'ils m'avaient fait? Que devais-je faire? Elle m'expliqua le plan. C'était risqué, dangereux, mais cela pouvait fonctionner. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je ne te mentirai pas, ce sera difficile. Tu devras passer par là encore une fois. Si c'est la dernière fois, ça vaut la peine, répondis-je, ma voix ferme me surprenant moi-même. Si c'est pour en finir définitivement, je peux supporter une nuit de plus. Elle serra ma main, un geste simple mais chargé de solidarité. Le premier vrai contact humain affectueux que je recevais depuis des années. Tu es très courageuse, Marie, plus que je ne l'étais à ton âge, murmura-t-elle. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais terrifiée. Mais pour la première fois, j'éprouvais de l'espoir. J'avais un plan, une alliée, une chance. Le reste de la journée se déroula dans un flou. Je rentrai à la maison comme d'habitude. Je fis mes devoirs, aidai à la cuisine. Je me comportais exactement comme n'importe quel autre jour. À l'intérieur, je tremblais. À l'intérieur, je comptais les heures. Mon père rentra. Nous dînâmes en silence comme toujours. Ma mère parla de l'école, d'une réunion d'enseignants. Mon père évoqua un problème avec l'appel d'offres pour l'asphalte. Des conversations normales, des dialogues de famille normales. L'hypocrisie de tout cela me répugnait. Comment pouvait-il faire semblant que nous étions une famille normale, alors que le soir il venait dans ma chambre avec un balai? Après le dîner, ils m'ordonnèrent de prendre un bain et d'aller dormir. J'obéis. Je me glissai dans le lit, le cœur battant, les mains moites. Est-ce que cela marcherait? Serait-ce vraiment ma dernière nuit dans cet enfer? Vers 22h, j'entendis ses pas dans le couloir, le grincement de la porte, le balai appuyé contre le mur. Lève-toi, sa voix froide et autoritaire, celle de quelqu'un qui sait qu'il sera obéi. J'obéis, comme toujours. Je regardai une dernière fois la fenêtre, la nuit dehors, la liberté qui pouvait enfin se profiler. C'était l'heure. L'heure de mettre fin à tout ça. Les 2 heures suivantes furent aussi horribles que d'habitude. La différence, c'est que cette fois, tout avait un sens. Chaque instant de douleur rapprochait de la liberté. Chaque larme alimentait ma détermination. Et quand tout fut terminé, quand il quitta la chambre, satisfait d'une nuit de plus de torture, je ne me sentis pas vaincue. Je me sentis victorieuse. Je savais que c'était la dernière fois. La dernière fois qu'il me toucherait, la dernière fois que le balai me blesserait. La dernière fois. Le plan était en marche, et rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain, je partis pour l'école comme tous les jours. Sauf que cette fois, mon cartable contenait plus que des livres. Il portait les preuves dont nous avions besoin, et la certitude que j'étais sur le point de briser les chaînes qui m'avaient emprisonnée si longtemps. Madame Lourdes m'attendait à l'entrée de l'école. Dans son regard, je retrouvais la même détermination qui brûlait en moi. Nous n'étions plus simplement professeurs et élèves. Nous étions des alliés, des combattantes d'une bataille que beaucoup préféraient ignorer. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Je pris une profonde inspiration. Un monde de possibilités s'ouvrait devant moi.
Un monde sans balai, sans douleur, sans trahison. Oui, j'étais prête. Ensemble, nous avons traversé l'école, nous éloignant du cauchemar, marchant vers la liberté que j'avais tant rêvé. La petite fille silencieuse avait enfin une voix, et cette voix, après tant d'années de mutisme, était prête à se faire entendre. Certains disent que l'enfer commence après la mort. Moi, je savais déjà ce qu'était l'enfer de son vivant. Ce jour-là, j'étais prête à refermer ses portes pour de bon. Je suis arrivée à l'école, le corps encore douloureux de la nuit précédente, mais avec une force nouvelle. Mon cartable sur le dos ne contenait pas seulement des cahiers, mais la preuve qui allait tout changer. J'ai retrouvé Madame Lourdes avant le premier cours, dans un coin discret de la cour où personne ne pouvait nous surprendre. « Tu as réussi ?» demanda-t-elle, l'inquiétude marquant son front. Je sortis de mon cartable un petit paquet enveloppé. À l'intérieur se trouvait la preuve dont nous avions besoin. Une preuve repoussante, terrible, mais indispensable. Le balai utilisé la nuit précédente, portant des marques qui ne laissaient aucun doute sur ce qui s'était passé. « Mon Dieu !» murmura Madame Lourdes, les yeux écarquillés derrière ses lunettes. « Et il n'a rien remarqué ?» Je l'ai remplacé par un autre semblable que j'avais trouvé dans le débarras de l'école la semaine dernière. Jusqu'à présent, personne n'a rien vu. C'était un plan risqué. Pendant des semaines, j'avais observé le débarras et remarqué l'accumulation de vieux balais. Un jour où la concierge avait laissé la pièce ouverte, j'en avais pris un. Je l'avais caché dans mon cartable, ramené à la maison et, après l'abus de la nuit précédente, j'avais effectué l'échange pendant que tout le monde dormait. Une opération dangereuse qui aurait pu mal tourner, mais personne ne s'était réveillé. Maintenant, nous avions la preuve irréfutable de ce qui se passait dans cette maison ocre. J'avais encore plus à montrer. J'exposais les hématomes récents, les marques sur mes cuisses, sur mon dos, à des endroits impossibles à justifier par une chute accidentelle. J'avais pris des photos en secret avec l'appareil que Madame Lourdes m'avait prêté quelques jours plus tôt. « Tu as été très courageuse », dit-elle en rangeant le balai dans une pochette spéciale. « Maintenant, c'est à mon tour d'agir. » Nous avons discuté de la prochaine étape. Je rentrerai à la maison comme si rien n'avait changé, respectant la routine habituelle. Pendant ce temps, Madame Lourdes emmènerait les preuves à son ami avocat. Ils iraient à la police, au juge pour enfants, à tout ce nécessaire pour faire avancer les choses. « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» demandai-je, anxieuse. L'idée de passer une nuit de plus dans cette maison me glaçait. « Je ferai tout pour que ce soit aujourd'hui même, mais cela peut prendre un peu plus de temps, » répondit-elle. « Ça dépend de la bureaucratie, des permanences. Tu tiens encore un peu ?» Je tenais. Bien sûr que je tenais. 5 ans d'endurance derrière moi, quelques heures de plus ne seraient rien, surtout en sachant que la fin approchait. Fais juste attention à ne pas leur laisser deviner que quelque chose a changé. Continue à agir normalement. Si jamais il se doutait de quelque chose, elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Je connaissais trop bien le scénario qui suivrait. La cicatrice de ma dernière tentative de fuite me le rappelait à chaque instant. Je ferai semblant que rien n'a changé, promis. Tout se déroulera comme d'habitude. La journée d'école passa dans un brouillard. Je ne parvenais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Mon esprit était entièrement occupé par ce qui allait arriver, par la possibilité réelle de ma libération, et par la peur qu'un détail vienne tout compromettre. Quand la cloche du dernier cours retentit, un froid glacé m'envahit le ventre. Il était temps de rentrer à la maison ocre, peut-être pour la dernière fois. Sur le chemin, tout semblait différent. Les mêmes rues qu'à l'habitude, mais vues par d'autres yeux. Les mêmes voisins faisant signe de la main, mais perçus d'une manière nouvelle. Savent-ils? Soupçonnent-ils? Ou croient-ils vraiment que nous sommes une famille normale, heureuse? Je rentrai à la maison à l'heure habituelle. Ma mère était déjà là, corrigeant des copies à la table de la cuisine. Elle leva les yeux par-dessus ses lunettes. « Prépare-toi, ton père rentre plus tôt aujourd'hui. Il y a des visiteurs de Paris qui viennent te voir. » Des invités, c'était rare. Un instant, je me demandais si cela compliquerait le plan. Mais peut-être était-ce mieux ainsi. Avec des gens à la maison, ils ne pourraient rien me faire. Pour une nuit, au moins, je serais en sécurité. Je me préparai comme demandé. Je mis la robe bleue que je portais pour les occasions spéciales, la seule autre que mon uniforme scolaire encore à ma taille. Je peignai mes cheveux, lavai mon visage. Dans le miroir, je vis la même fille que d'habitude. Mais ses yeux brillaient différemment, avec l'éclat de quelqu'un qui sait qu'elle est sur le point de se libérer.
Mon père arriva à 18h comme prévu, accompagné d'un couple que je n'avais jamais rencontré, un homme en costume, une femme élégante, exactement comme ma mère l'avait annoncé, venue de Paris. « Voici Marie », dit mon père en me présentant. La main posée sur mon épaule un peu trop fort, un avertissement silencieux pour que je me tienne bien. « Quelle jolie jeune fille », commenta la femme avec un sourire. « Quel âge as-tu, ma chérie ?»« 13 ans, répondis-je poliment. »« Ah, l'âge parfait, tu es presque une jeune femme, ajouta-t-elle. Si elle savait, si elle pouvait imaginer que cette presque jeune femme avait déjà affronté plus d'horreurs que beaucoup d'adultes. Le dîner était une pièce de théâtre parfaite. Ma mère servait en souriant, mon père racontait des anecdotes sur la ville et la politique locale. Le couple riait, complimentait la nourriture, posait des questions. Une scène de famille normale qui me donnait envie de vomir. À un moment, je remarquai que l'homme m'observait avec curiosité. Pas le regard dégoûtant que j'avais déjà rencontré chez d'autres, ni celui du prédateur que mon père avait été. C'était un regard différent, comme s'il tentait de résoudre une énigme. « Et toi, Marie, tu aimes l'école ?» La question me prit de court. Rarement quelqu'un s'intéressait à ce que je pensais ou ressentais. « Oui, monsieur, j'aime étudier », répondis-je. « Quelle est ta matière préférée ?»« L'histoire », dis-je sans hésiter. Le cours de Madame Lourdes, le seul où je me sentais en sécurité. Ah, l'histoire, fondamentale pour comprendre le présent et construire l'avenir, n'est-ce pas ? J'acquiesçai, sans trop savoir quoi ajouter. Je n'étais pas habituée aux conversations normales. Marie sera institutrice comme sa mère, intervint mon père, changeant le cours de la discussion. C'est déjà décidé, n'est-ce pas ? Nous n'avions jamais parlé de mon avenir. Comment aurait-il pu en être autrement ? Dans leur monde, je n'existais pas. J'étais juste un objet, une propriété. Oui, papa, répondis-je, les yeux baissés comme prévu. La conversation dériva ensuite vers d'autres sujets, politique, économie, la visite du préfet à venir. Des thèmes d'adultes qui n'incluaient pas la petite fille silencieuse assise à la table. Après le dîner, on m'envoya dans ma chambre pendant que les adultes continuaient de discuter dans le salon. J'obéis, soulagée de quitter ce théâtre. Assise sur mon lit, je regardais par la fenêtre. La nuit était claire, étoilée. Je me demandais si bientôt je pourrais contempler ces mêmes étoiles depuis un lieu sûr, un endroit sans peur. Je somnolais presque quand j'entendis un bruit à la porte d'entrée. Des voix fortes, quelqu'un frappait. Le cœur battant, je m'approchai de la porte de ma chambre, essayant de comprendre. Qu'est-ce que cela signifie ? La voix de mon père, altérée. Vous ne pouvez pas entrer ainsi dans ma maison. Nous avons un mandat. Monsieur Lefebvre, répliqua une voix ferme, officielle et inconnue. Je retenais mon souffle. C'était en train de se passer. Le plan avait fonctionné. Ils étaient venus me chercher. Les minutes suivantes furent chaotiques. Des voix qui s'élevaient, ma mère en larmes, des portes qui claquaient, puis des coups à ma porte. « Marie, tu es là ?» Une voix féminine inconnue. « Oui », répondis-je, la voix tremblante. « Peux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît ? Nous sommes du juge des enfants. Nous sommes là pour t'aider. » Je passai la main tremblante sur la poignée et ouvris. De l'autre côté, une femme d'âge moyen, cheveux grisonnants, visage bienveillant. Derrière elle, 2 policiers. « Bonjour Marie, je m'appelle Dr Hélène. Nous sommes venus te chercher. Ça va ? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas à retourner dans cette maison si tu ne le veux pas. » Je ne pus répondre. Les larmes jaillirent, incontrôlables. Non pas de peur ou de tristesse, mais de soulagement et de libération. « Tu peux prendre tes affaires, ce que tu veux emporter, » ajouta-t-elle. Je n'avais presque rien, quelques vêtements, un cahier d'école, une vieille poupée en chiffon. Tout rentrait dans un petit sac. « C'est tout ?» demanda le docteur Hélène, surprise par le peu que j'avais. « Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin, » répondis-je honnêtement. Dans le salon, la scène était irréelle. Mon père, si puissant, si terrifiant, était menotté. Ma mère pleurait dans un coin, interrogée par un autre policier. Le couple de visiteurs, que je comprenais maintenant ne pas être de simples invités, observait tout avec sérieux. Quand ils me virent, mes parents réagirent différemment. Ma mère détourna le regard, incapable de me faire face. Mon père me fusilla du regard, la haine débordant de ses yeux. « Menteuse, ingrate, tout ce que nous avons fait pour toi. »« Taisez-vous, monsieur, » ordonna l'un des policiers. «
Vous êtes déjà dans une situation assez compliquée comme ça. Le docteur Hélène me guida à travers la maison, sa main douce posée dans mon dos. Nous passâmes par la cuisine. Dans le coin où le balai se tenait toujours, il n'y avait maintenant qu'un espace vide. La preuve avait été recueillie. À la sortie, mes yeux croisèrent ceux de ma mère une dernière fois. Je n'y vis ni repentir ni affection. Seulement de la peur. Peur du scandale, de la honte, de ce que diraient les voisins. Jusqu'au bout, sa préoccupation ne fut jamais pour moi. Allons-y, Marie. Le docteur Hélène me conduisit jusqu'à une voiture officielle garée devant la maison. Je montai sans regarder en arrière. La maison ocre, ma prison pendant tant d'années, devenait de plus en plus petite dans le rétroviseur. Avec elle, toute une vie de douleur. Assise entre des inconnus qui déjà me traitaient avec plus d'humanité que mes propres parents, je respirai enfin profondément. Où allons-nous ? demandai-je, consciente que je ne savais rien de ce qui m'attendait. À l'hôpital d'abord, expliqua le docteur Hélène. Nous avons besoin que tu sois examinée. Ensuite, tu seras conduite dans un lieu sûr, un foyer temporaire, jusqu'à ce que nous réglions ta situation de façon permanente. Hôpital, foyer, des mots qui auraient dû m'effrayer, mais qui sonnaient comme une mélodie. N'importe quel endroit était meilleur que la maison ocre. Et mes parents ? Ton père sera détenu. Ta mère, cela dépendra de l'enquête et de ton témoignage. Mon témoignage. Mes mots auraient enfin du poids. Ils seraient enfin entendus, considérés, crus. J'ai une professeure. Commençai-je, hésitante. Madame Lourdes, elle m'a aidée. Je voudrais la voir. Oui, nous connaissons Madame Lourdes. En fait, elle nous attend à l'hôpital. C'est elle qui a porté ton cas jusqu'à nous. Un sourire se dessina sur mes lèvres pour la première fois depuis longtemps. Madame Lourdes avait tenu sa promesse. Elle m'avait aidé à m'échapper d'une manière qu'elle-même n'avait pas pu, jeune. L'hôpital était grand, lumineux, peuplé de gens. On me conduisit dans une salle où une médecin m'examina avec soin et respect. Elle prit des photos de mes blessures, nota chaque détail, posa des questions difficiles mais nécessaires. Quand elle eut terminé, ces mots résonnèrent en moi. Tu es très forte, Marie, plus forte que beaucoup d'adultes que je connais. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais petite, effrayée, perdue. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité. Après l'examen, on me mena dans une autre salle. Et là, elle était, Madame Lourdes. Cheveux attachés comme toujours, lunettes sur le bout du nez, sourire fatigué mais satisfait. Tu as réussi. J'ai couru vers elle, chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. Non, Marie, c'est nous qui avons réussi. Tu as fait la partie la plus difficile. Nous restâmes enlacés un moment. 2 survivantes du même type d'enfer. 2 générations liées par la douleur, mais aussi par l'espoir d'un avenir meilleur. Que s'est-il passé ? demandai-je enfin, quand nous nous séparâmes. Comment tout a-t-il été si rapide ? Elle raconta, pendant que nous mangions un encas apporté par quelqu'un. Elle avait emmené le balai et les photos à son ami avocat, horrifié par ce qu'il voyait. Ils étaient allés directement au juge des enfants, qui, en voyant les preuves irréfutables, avait immédiatement émis un mandat de perquisition, un ordre de détention préventive pour mon père, et une décision d'éloignement de ma mère jusqu'à ce que son rôle soit clarifié. Et le couple qui était chez toi ? Des assistants sociaux déguisés. Ils observaient la dynamique familiale avant l'arrivée de la police. C'est une coïncidence qu'ils soient venus aujourd'hui. Ton père les avait invités pour un projet de la mairie. Le timing fut parfait pour l'opération. Alors, c'était pour ça que l'homme me regardait ainsi. Il ne me jugeait pas. Il cherchait des signes d'abus, de peur, de souffrance. Et maintenant, que va-t-il m'arriver ? demandai-je. Pour l'instant, tu vas dans un foyer. Elle hésita, comme incertaine de continuer. J'ai parlé à la juge. J'ai demandé l'autorisation d'être ta tutrice temporaire. Si tu le veux, bien sûr. Je restai sans voix. Vivre avec Madame Lourdes ? C'était au-delà de ce que j'osais espérer. Vous feriez ça pour moi ? Je le ferai avec toi, Marie. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est te donner la chance que je n'ai pas eue quand j'étais dans ta situation. J'ai mordu mes lèvres pour ne pas pleurer. Je n'avais plus de larmes de toute façon. Vide, et pourtant pleine de possibilités. Je veux beaucoup, murmurai-je. Elle sourit, ce sourire qui m'avait donné espoir depuis le début. Alors nous allons demander à la juge. Je suis sûre qu'elle va sérieusement considérer. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre du foyer. Simple,
avec plusieurs lits, d'autres filles dans des situations semblables à la mienne. Mais c'était propre. C'était sûr. Et pour la première fois depuis des années, je dormis sans peur. Je me réveillais avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre. D'abord désorientée, où étais-je? Pourquoi n'étais-je pas dans la chambre sombre de la maison ocre? Puis je me souvenais, j'étais libre. Le cauchemar était terminé. Les autres filles se préparaient pour le petit déjeuner. Certaines me regardaient avec curiosité, d'autres avec indifférence. Toutes avaient leurs propres histoires, leurs propres traumatismes. Différentes, mais semblables, toutes survivantes. Ce jour-là, je suis allée témoigner officiellement au commissariat. Difficile, douloureux de tout raconter à des inconnus, de voir leur horreur, leur compassion, parfois leurs doutes. Mais je l'ai fait. Tout raconter, le balai, les nuits, ma mère qui regardait, les années de silence forcé. Quand j'ai terminé, le commissaire, un homme d'âge moyen, père de famille, dit « Ton témoignage va aider à les condamner, Marie. Mais plus important, il va sauver d'autres enfants. Ton courage ouvre des portes pour beaucoup d'autres dénonciations. » Je ne me sentais pas courageuse. Juste soulagée. Soulagée d'être enfin loin d'eux, de pouvoir parler, d'être entendue. L'après-midi, visite inattendue au foyer. Le docteur Hélène, l'assistante sociale, Madame Lourdes, et une femme qui s'avéra être la juge de mon cas. Marie, dit la juge après les présentations, j'ai analysé ton cas en urgence. Vu la gravité de la situation et le risque évident de te maintenir dans cet environnement, j'accorde la tutelle à Madame Lourdes, si tu es d'accord. Bien sûr que j'étais d'accord. Regardant Madame Lourdes, nerveuse mais souriante, je vis qu'elle voulait vraiment m'accueillir, me protéger, devenir ma famille. Je suis d'accord. Plus que d'accord. La juge sourit, soulagée, parfait. Vous pouvez partir dès aujourd'hui. Le processus légal continuera, d'autres témoignages, des audiences. Tes parents ont droit à une défense, mais tu n'as plus besoin de les voir, sauf si tu le veux. Je ne voulais plus jamais voir leur visage, ne plus entendre leur voix. Oublier. Recommencer. Renaître. On peut y aller, demandai-je anxieuse. Oui, répondit Madame Lourdes. Rentrons à la maison. La maison, un mot qui avait désormais un autre sens. Ce n'était plus la peur, la douleur, la prison. C'était la promesse d'un futur différent. La promesse d'une nouvelle chance. J'ai rangé mes quelques affaires et dit au revoir aux autres filles du foyer. Certaines restaient plongées dans leur propre traumatisme, indifférentes. D'autres m'ont souri, m'ont souhaité bonne chance. Une plus âgée m'a enlacée et murmuré « N'oublie pas de nous quand tu seras dehors. » Je ne pourrai jamais oublier. Elle faisait désormais partie de mon histoire. Dans la voiture, en route vers la maison de Madame Lourdes, j'ai regardé par la fenêtre. Les rues semblaient différentes. La ville entière semblait différente. Plus colorée, plus vivante, pleine de possibilités. « Tu es prête pour une nouvelle vie, Marie ?» demanda Madame Lourdes en me regardant dans le rétroviseur. Je respirai profondément. Une vie s'ouvrait devant moi, sans cri dans la nuit, sans trahison maternelle, avec l'école, avec des rêves, avec un avenir. Plus prête que jamais, je commençais ce nouveau voyage. Le chemin ne serait pas facile. Beaucoup à guérir, à apprendre, à comprendre. Mais j'avais enfin un chemin, hors de l'enfer, vers la lumière. Et pour la première fois depuis toujours, j'avais de l'espoir. L'espoir que ce que je vivrais maintenant serait meilleur que tout ce que j'avais laissé derrière moi. La maison ocre était derrière moi. L'avenir enfin valait la peine d'être vécu. Si on me demandait quel est le parfum de la liberté, je dirais, celui de la terre mouillée après la pluie. C'est ce que j'ai ressenti le premier jour dans la maison de Madame Lourdes, en me réveillant face à une fenêtre ouverte, sans verrou, sans barreaux, et au parfum humide du matin entrant dans la chambre. Parfum de recommencement, de propreté, de vie nouvelle. La maison de Madame Lourdes n'était ni grande ni luxueuse. Une petite maison à étage dans le quartier des professeurs, avec 2 chambres, un petit salon, une cuisine étroite et une cour pleine de plantes. Mais elle était propre, claire, pleine de livres empilés dans tous les coins. Et surtout, aucun monstre caché derrière les portes. Les premiers jours furent étranges. Je ne savais pas comment vivre dans une maison normale. J'attendais des ordres pour tout, aller aux toilettes, boire de l'eau, m'asseoir. Le 2e jour, j'ai cassé un verre sans le vouloir à l'heure du déjeuner. J'ai paniqué, me suis recroquevillée, attendant la punition, le balai, le cri. Mais rien de tout cela n'est venu. Seulement la voix calme de Madame Lourdes,
Laisse, je vais nettoyer, ma chérie. Ce n'est rien. Les verres, ça se casse. C'est normal. Ce jour-là, j'ai pleuré. Pas pour le verre, mais pour la normalité retrouvée. Pour le droit d'être simplement une fille qui a cassé un verre, pas une bonne à rien, pas quelqu'un qui mérite une punition. Comme mon père l'aurait dit. Les semaines suivantes furent d'adaptation, d'apprentissage à vivre sans peur, à comprendre que tous les adultes ne veulent pas te faire du mal, que toutes les mères n'abandonnent pas, que tous les pères n'abusent pas. La première nuit où j'ai réussi à dormir sans cauchemar survint presque un mois après ma fuite. Je me suis réveillée reposée, confuse par cette sensation de paix. J'avais rêvé d'un champ de fleurs, pas du ballet. C'était si étrange que je suis restée allongée un long moment, essayant de comprendre ce qui était différent. C'est ainsi que dorment les enfants normaux, m'a dit Madame Lourdes au petit-déjeuner. C'est ton droit, Marie. Ça l'a toujours été. Mon droit, concept étrange pour une fille qui n'avait connu que devoirs, obligations et punitions. Après 2 semaines à la maison, je suis retournée à l'école. Affronter les regards fut difficile. La ville était petite, tout le monde savait déjà. L'affaire du contrôleur de la mairie, comme on appelait le scandale, circulait partout. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité maladive, certains même avec colère, comme si j'avais ruiné la vie de mes parents et non l'inverse. Mais il y avait aussi ceux qui souriaient, qui offraient un soutien silencieux, une main sur l'épaule, un bonbon sur le pupitre, une place gardée pendant la récréation. Peu à peu, la douleur se transforma en force. Chaque jour passé dans la maison de Madame Lourdes était un jour de guérison. Chaque cours, chaque repas sans tension, chaque nuit sans peur me reconstruisait. Le procès contre mes parents traîna, témoignages, audiences, expertise. Le système était lent, surtout pour une ville de province dans les années 60. L'influence de mon père retardait tout encore plus. Il avait des amis, des connaissances, des gens qui lui devaient des faveurs. N'abandonne pas, répétait Lourdes les nuits où la peur revenait. La vérité vaincra, et elle a vaincu. 6 mois après ma fuite, mon père fut condamné à 15 ans, ma mère à 5 ans comme complice. C'étaient les premiers cas d'abus d'enfants avec des peines aussi sévères dans la région. Une victoire, pas seulement pour moi, mais pour d'autres enfants qui viendraient après. Le jour du jugement, j'appris que 3 autres filles avaient dénoncé des situations similaires dans leur maison. Ton exemple leur a donné du courage, m'a dit le docteur Hélène lors d'une visite. Tu as ouvert une porte qui était fermée depuis longtemps. À 14 ans, j'ai commencé une thérapie. Madame Lourdes avait insisté, même si c'était rare à l'époque, les blessures du corps guérissent toutes seules. Celles de l'âme ont besoin d'aide. Ce fut la décision la plus importante de ma guérison. Avec le docteur Marthe, psychologue de Marseille consultante 2 fois par mois, j'ai enfin pu parler de tout, la douleur physique, la trahison de ma mère, la culpabilité que je portais encore, même en sachant que je n'avais rien fait de mal. Tu n'as rien causé de tout cela, Marie, répétait-elle à chaque séance. Tu étais une enfant. La responsabilité était la leur. Au début, je n'y ai pas cru. Des années de lavage de cerveau sont difficiles à effacer. Mais peu à peu, la vérité est entrée, ce n'était pas ma faute. Ça ne l'avait jamais été. J'étais la victime, pas la coupable. La tutelle provisoire est devenue définitive le jour de mon 15e anniversaire. Madame Lourdes a organisé une petite fête, la première de ma vie, un gâteau simple, quelques camarades de classe, une décoration improvisée. Ils ont chanté « Joyeux anniversaire » et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie reconstruire une vie normale, ou du moins aussi normale que possible après tout ça. À partir de maintenant, tu es officiellement ma fille, a dit Madame Lourdes en me tendant les papiers avec la décision judiciaire. Si tu le veux, bien sûr. Je le voulais. Bien sûr que je le voulais. Cette femme avait tout risqué pour moi. Elle avait affronté un système, une ville, une mentalité arriérée pour me sauver. Si ce n'était pas être mère, qu'est-ce que c'était ? Le temps a passé. 16 ans, 17 ans. J'ai terminé le collège avec de bonnes notes, encouragée par Madame Lourdes. Tu peux être ce que tu veux, Marie. Tu as le monde entier devant toi. Le monde entier. Quelle différence avec l'époque où je pensais que mon monde se limitait aux 4 murs de la maison Ocre. À 18 ans, j'ai passé le baccalauréat pour le droit à Aix-en-Provence. J'ai été reçue. Ce fut la plus grande joie de ma vie jusqu'alors. J'allais étudier pour devenir avocate, pour défendre d'autres enfants qui n'avaient pas eu la chance de rencontrer une Madame Lourdes sur leur chemin. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit, les larmes aux yeux,
lorsque la lettre d'admission est arrivée. Si fière. Rester à Aix fut un autre grand défi. Je n'étais jamais sortie de ma ville, je n'avais jamais vu la mer, je n'avais jamais pris le bus interurbain. J'étais terrifiée, mais aussi excitée. C'était un nouveau commencement, une autre chance. Mes cauchemars, qui avaient déjà beaucoup diminué, revinrent dans les premières semaines loin de la maison. Je rêvais que mon père s'était échappé de prison et m'avait retrouvée. Je me réveillais en sueur, tremblante, appelant Madame Lourde depuis la cabine téléphonique de la pension où je logeais. « Il ne peut pas t'atteindre, Marie », garantissait-elle. « Il est en prison. Il y restera pendant de nombreuses années. Tu es en sécurité. » Peu à peu, la faculté et la nouvelle ville m'ont occupée. De nouveaux amis, de nouvelles expériences, de nouvelles douleurs aussi, mais celles-ci normales, douleurs de croissance, pas de destruction. C'est à la faculté que j'ai rencontré Paul. Grand, mince, à lunettes, étudiant en journalisme. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête du centre étudiant. Nous avons dansé, discuté, ri. C'était si facile d'être avec lui, si naturel. Quand il a essayé de m'embrasser pour la 3e fois, j'ai gelé. Tout mon corps s'est souvenu d'autres mains, d'autres contacts, d'autres moments. Il a remarqué ma panique et a reculé immédiatement. Tout va bien, Marie. On va à ton rythme, sans se presser. Une semaine plus tard, je lui ai parlé de la maison Ocre, du ballet, de la fuite. Je n'avais raconté cela à personne, sauf aux personnes impliquées dans le procès et à ma thérapeute. Mais j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Il a tout écouté, sans interrompre. Quand j'ai terminé, il avait les larmes aux yeux. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée », a-t-il dit simplement. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais brisée, incomplète, toujours en lutte contre des fantômes. Mais peut-être voyait-il en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir moi-même. Notre relation a progressé lentement, avec beaucoup de dialogue, beaucoup de patience de sa part, et beaucoup de travail de ma part en thérapie pour séparer le sexe de la violence, pour comprendre que l'intimité pouvait être belle, consensuelle, respectueuse. Nous avons obtenu nos diplômes la même année. Moi avec mention, lui avec une offre d'emploi dans un journal de la capitale. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple à Aix. Madame Lourde est venue, bien sûr. Me voilà te donnant à un autre, a-t-elle plaisanté. Mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. C'est différent, maman, ai-je garanti. Cette fois, j'avais choisi. Pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de décider, de contrôler mon propre chemin. Notre vie à Aix a été tranquille pendant de nombreuses années. J'ai ouvert un petit cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Paul a gravi les échelons dans le journal jusqu'à devenir rédacteur en chef. Nous avons acheté un appartement. Nous avons eu 2 enfants, Antoine et Lucie. Une famille normale, saine, heureuse. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Les cauchemars n'ont jamais complètement disparu. Il y avait des jours où la mémoire revenait en force, des jours où je ne supportais pas le contact, même de Paul, des jours où je pleurais sans raison apparente. Mais ces jours étaient de plus en plus rares et de moins en moins dévastateurs. La thérapie que j'ai maintenue pendant des années m'a donné les outils pour gérer le passé sans le laisser contrôler mon présent. En 1988, quand mes enfants avaient 8 et 6 ans, j'ai reçu une nouvelle qui m'a profondément ébranlée, mon père était mort en prison. Crise cardiaque. Je ne savais pas comment me sentir. Ce n'était ni soulagement, ni tristesse, ni colère. C'était un vide étrange, comme si une partie de mon histoire avait été close sans résolution. « Tu veux aller à l'enterrement » demanda Paul. Je ne voulais pas. Je n'en avais pas besoin. Cet homme était déjà mort pour moi depuis longtemps. 2 ans plus tard, ma mère, qui avait purgé sa peine et vivait dans une autre ville, a essayé de me contacter. Elle a envoyé une lettre au cabinet, demandant pardon, disant qu'elle était malade et qu'elle voulait me voir une dernière fois avant de mourir. J'étais divisée. Une partie de moi voulait l'envoyer en enfer. L'autre partie, celle que la thérapie avait aidé à grandir, voulait comprendre, vouloir entendre, fermer ce cercle pour moi-même. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé d'y aller. Pas pour elle, mais pour moi. J'avais besoin de la regarder dans les yeux une dernière fois et de lui dire « J'ai survécu, je vais bien, tu n'as pas réussi à me détruire. » J'ai trouvé une femme vieillie prématurément dans une chambre d'hôpital à Martigues. Le cancer en phase terminale avait fait d'elle une silhouette maigre, jaune, cheveux clairsemés, presque méconnaissable par rapport à la Claudette autoritaire de mon enfance.
Marie, tu es venue, dit-elle, la voix faible, brisée. Je suis venue, mais pas pour toi. Nous sommes restés en silence un moment. Que dire à la femme qui t'a mise au monde et qui a laissé ce monde devenir un enfer? Je sais que je ne mérite pas le pardon, finit-elle par dire. Je ne le demande même pas. Je voulais juste que tu saches qu'il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à ce que j'ai fait, à ce que j'ai laissé arriver. Pourquoi? C'était la seule question qui importait. Pourquoi as-tu laissé faire ça? Pourquoi ne m'as-tu pas protégée? Elle a détourné le regard. J'avais peur, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie, c'est que je ne t'aimais pas comme une mère devrait t'aimer. Tu n'étais pas prévu, pas désiré. Et j'ai mis cette culpabilité sur toi, pas sur moi. C'était mal, c'était terrible, je le sais maintenant. Son honnêteté m'a surprise. Je m'attendais à des excuses vides, pas à cette confession crue. Je pensais que j'allais ressentir quelque chose en te voyant, ai-je confessé. De la satisfaction, peut-être une justice poétique. Mais je ne ressens rien. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Elle n'était qu'une femme malade qui allait mourir seule. Moi, j'avais une vie, une famille, une carrière, un futur. Des larmes ont coulé sur son visage ridé. C'est juste, c'est plus que ce que je mérite. Je suis sortie de cette chambre sans regarder en arrière. Elle est morte 2 semaines plus tard. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Je n'ai ressenti ni pitié, ni colère, ni rancune. Seulement de la paix, comme si un cercle s'était enfin fermé. La vie a continué. Les enfants ont grandi. Je suis devenue grand-mère. Madame Lourdes nous a quittés en 1995, à 73 ans. Une mort paisible dans son sommeil, sans souffrance, sans drame, exactement comme elle le méritait. Tu as été mon salut, lui ai-je dit lors de notre dernière rencontre, 2 jours avant son départ. Non, Marie, tu as été ton propre salut. J'ai seulement montré le chemin. Peut-être avait-elle raison. À la fin, c'est mon courage de parler, de dénoncer, de chercher de l'aide qui m'a sauvée. Mais sans elle, sans quelqu'un qui me croirait, cela aurait-il servi? Quand j'ai pris ma retraite du barreau à 60 ans, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai ouvert une petite boutique de spécialités provençales sur la place d'Alberta à Aix-en-Provence, où je suis retournée après le décès de Paul. Les douceurs étaient les recettes de Madame Lourdes, qui m'a tout appris de ce qu'elle savait en cuisine, calisson, nougat, macarons. Des douceurs de ma seconde enfance, de l'enfance qui vaut vraiment la peine d'être rappelée. La boutique est devenue un point de rencontre. Beaucoup de gens venaient non seulement pour les douceurs, mais pour discuter, pour écouter des histoires, pour partager les leurs. Et il était frappant de voir combien d'histoires faisaient écho à la mienne. J'ai réalisé que mon cas, malheureusement, n'était pas si exceptionnel. Beaucoup de femmes de ma génération et des suivantes avaient subi des abus similaires, et le silence était une prison partagée par beaucoup. À 64 ans, j'ai accepté une invitation pour donner une conférence sur mon histoire à l'école locale. C'était la première fois que je parlais publiquement de tout. J'étais nerveuse, effrayée, mais déterminée. Si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une fille à trouver le courage de parler, cela en aurait valu la peine. La conférence est devenue une autre invitation, puis une autre encore. Bientôt, je voyageais dans toute la région, parlant dans des écoles, des universités, des groupes de soutien. Mon histoire, qui pendant si longtemps avait été ma honte, est devenue ma plateforme pour aider les autres. J'ai créé un groupe de soutien à Aix, le Silence. Des femmes de tous âges, de toutes classes sociales, partageant leur expérience, guérissant ensemble, se renforçant mutuellement. Et maintenant, à 71 ans, je fais ces vidéos pour raconter mon histoire à un public encore plus large. Même après tant d'années, même avec tous les changements dans la société, il y a encore des enfants emprisonnés dans des maisons ocres partout en France. Il y a encore des pères monstres et des mères qui ferment les yeux. Il y a encore des balais dans des coins de cuisine qui font trembler des petites filles de peur. Si vous regardez ceci et que vous vous identifiez à une partie de mon histoire, sachez, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas votre faute. Et il y a une issue. Cela peut sembler impossible maintenant. Il peut sembler que personne ne vous croira, que personne ne vous aidera. Mais je vous promets qu'il existe quelqu'un comme Madame Lourdes quelque part. Quelqu'un qui vous croira, qui vous tendra la main. La maison ocre est restée dans le passé. À sa place, j'ai construit une vie colorée, pleine d'affection véritable, de respect, de dignité. Vous pouvez le faire aussi. Et si vous connaissez un enfant qui montre des signes d'abus, silence soudain, blessures inexpliquées, peur constante, soyez sa Madame Lourdes.
Demandez, croyez, aidez. Vous pouvez être sa seule chance. Aujourd'hui, ma boutique sur la place reste ouverte. Mes petits-enfants m'ont déjà donné des arrière-petits-enfants. Ma vie continue, pleine de douceur, de lumière et de choix. La maison ocre a été démolie il y a des années. À sa place, on a construit un petit parc pour enfants. Chaque fois que je passe par là, je vois des enfants jouer, rire, libres. Et je pense que finalement ce morceau de terre a trouvé sa rédemption. Si vous avez aimé mon histoire, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne Mémoire de grand-mère. Cela aide plus de personnes à trouver ces vidéos, à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans la lutte. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise pendant ces 71 années de vie, c'est que l'être humain est incroyable dans sa capacité de reconstruction, transformer des ruines en palais, des maisons ocre de terreur en foyers colorés d'amour. Je suis Marie-Douleur Lefebvre, victime devenue survivante, survivante devenue guerrière, guerrière devenue grand-mère conteuse d'histoire. Et mon histoire n'est pas terminée. Tant qu'il y aura un enfant ayant besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y aura une femme ayant besoin de savoir que l'abus ne la définit pas, ma voix continuera. Parce que la liberté a le parfum de la terre mouillée après la pluie. Et après les tempêtes les plus terribles vient le soleil le plus brillant. À la prochaine vidéo.